Elle est descendue d'un hélicoptère noir, ses 2 enfants à ses côtés, vêtue d'une robe blanche qui brillait sous le soleil comme si elle portait la lumière elle-même. Tout le monde s'est retourné. Les invités du mariage ont cessé de parler. Les vers se sont arrêtés à mi-chemin des lèvres. Et lui, le marié, Dante, celui qu'il avait jeté comme un vieux vêtement 5 ans plus tôt, est resté figé sur place, la bouche ouverte, les yeux remplis de quelque chose qui ressemblait à du regret mélangé avec de la terreur. Parce que les 2 enfants qui marchaient fièrement à côté de Tiana avaient exactement son visage. Son nez. Ses yeux. Son sourire. Et il ne savait même pas qu'ils existaient. Mais avant que je vous raconte comment on en est arrivé là, laissez-moi reprendre cette histoire depuis le début. Et croyez-moi, ce que vous allez entendre aujourd'hui va vous secouer de l'intérieur. Avant de continuer, j'ai une petite demande pour vous. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous me regardez en ce moment. Que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique ou ailleurs dans le monde, je veux savoir d'où vient ma belle communauté. Maintenant, installez-vous confortablement, parce que cette histoire va être longue, intense et pleine de rebondissements. Tiana avait 23 ans quand elle a rencontré Dante pour la première fois. C'était dans un petit restaurant du centre-ville, un de ces endroits modestes où les travailleurs venaient manger pendant leur pause déjeuner. Tiana y travaillait comme serveuse. Elle faisait ce travail depuis 2 ans déjà, 6 jours sur 7, debout du matin au soir, les pieds gonflés dans des chaussures usées, le sourire toujours accroché aux lèvres malgré la fatigue. Parce que Tiana, c'était ce genre de femme. Celle qui ne se plaignait jamais. Celle qui avançait en silence, même quand la vie pesait lourd sur ses épaules. Elle avait grandi dans un quartier difficile. Sa mère l'avait élevée seule, en faisant des ménages dans les maisons des gens riches. Tiana n'avait jamais connu son père. Il était parti avant même sa naissance, et sa mère ne parlait jamais de lui. Tout ce que Tiana savait, c'est que la vie ne lui avait rien donné gratuitement. Chaque morceau de pain qu'elle avait mangé, elle l'avait mérité par son propre travail. Dante, lui, venait d'un autre monde. Sa famille avait de l'argent. Pas une fortune immense, mais suffisamment pour vivre confortablement. Son père possédait une petite chaîne de laveries automatiques dans plusieurs quartiers, et sa mère, Madeleine, était une femme au foyer qui se comportait comme si elle était la reine d'un royaume. Madeleine était le genre de femme qui jugeait les gens par la marque de leurs chaussures et le quartier où ils habitaient. Elle avait des plans précis pour son fils unique. Dante devait épouser une femme de bonne famille, une femme éduquée, une femme qui apporterait quelque chose à leur nom. Une serveuse de restaurant ne faisait absolument pas partie de ses plans. Mais le cœur ne demande pas la permission à la famille pour aimer. Ce jour-là dans le restaurant, Dante avait commandé un simple plat de riz avec du poulet grillé. Tiana lui avait apporté son assiette avec un sourire chaleureux, ce sourire naturel qu'elle offrait à tout le monde sans distinction. Mais quelque chose dans ce sourire avait touché Dante différemment. Il avait levé les yeux vers elle, et pendant un instant, le monde autour de lui avait cessé d'exister. Il avait vu cette jeune femme avec sa peau lumineuse, ses yeux profonds qui racontaient 1000 histoires de courage silencieux, et cette grâce naturelle dans sa façon de se déplacer entre les tables. Elle n'avait rien de sophistiqué, rien de maquillé ou de fabriqué. Elle était simplement vraie. Et c'est exactement ce qui l'avait frappé en plein cœur. Il est revenu le lendemain. Et le surlendemain. Et tous les jours de la semaine suivante. Au début, Tiana ne faisait pas attention à lui plus qu'aux autres clients. Un jeune homme bien habillé qui commandait toujours la même chose et laissait de gros pourboires. Mais petit à petit, les conversations sont devenues plus longues. Dante trouvait toujours une raison de rester un peu plus après son repas. Il posait des questions sur elle, sur sa vie, sur ses rêves. Et Tiana, qui n'avait pas l'habitude que quelqu'un s'intéresse vraiment à elle, commençait à baisser ses défenses. Un soir, après la fermeture du restaurant, Dante l'attendait dehors, appuyé contre sa voiture. Il lui a proposé de la raccompagner chez elle. Tiana a hésité. Elle connaissait ce genre de scénario. Les hommes riches qui s'intéressent aux filles pauvres, ça finit rarement bien. Mais il y avait quelque chose dans le regard de Dante qui semblait sincère. Quelque chose qui disait que ce n'était pas un jeu pour lui. Elle est montée dans la voiture. Sur le trajet, ils ont parlé de tout et de rien. Dante lui a raconté qu'il travaillait dans l'entreprise familiale mais qu'il rêvait de faire autre chose. Il voulait ouvrir un garage automobile, travailler de ses mains, construire quelque chose par lui-même. Tiana lui a parlé de son rêve à elle. Un jour, elle voulait ouvrir son propre salon de beauté. Un endroit élégant, lumineux, où les femmes viendraient se sentir belles et importantes. Elle en parlait avec tellement de passion dans les yeux que Dante en était fasciné. Les semaines ont passé,
et leur relation est devenue sérieuse. Dante venait chercher Tiana après le travail presque tous les soirs. Ils se promenaient le long de la rivière, parlaient pendant des heures, riaient ensemble. Pour la première fois de sa vie, Tiana se sentait vue. Pas comme une serveuse, pas comme la fille pauvre du quartier, mais comme une femme à part entière, avec de la valeur et de la beauté. Mais quand Dante a annoncé à sa mère qu'il fréquentait quelqu'un, tout a basculé. Madeleine a voulu savoir qui était cette fille. D'où elle venait. Qui étaient ses parents. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie. Quand Dante a répondu que Tiana était serveuse dans un restaurant, le visage de Madeleine s'est transformé comme si son fils venait de lui annoncer la pire nouvelle du monde. Elle a posé sa tasse de thé lentement sur la table, a regardé Dante droit dans les yeux, et a dit avec une voix froide comme la glace, « Dante, j'espère que tu plaisantes. Une serveuse. Tu veux amener une serveuse dans cette famille. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis ?» Dante a essayé de défendre Tiana. Il a parlé de sa gentillesse, de son courage, de ses rêves. Mais Madeleine n'écoutait pas. Pour elle, c'était déjà décidé. Cette fille n'était pas à la hauteur. Et elle allait tout faire pour empêcher cette relation. Mais Dante, pour une fois dans sa vie, a tenu tête à sa mère. Il continuait à voir Tiana en cachette, et leur amour grandissait de jour en jour. 6 mois plus tard, il l'a demandée en mariage. Tiana a pleuré de joie. Personne ne lui avait jamais dit qu'elle méritait d'être aimée comme ça. Elle a dit oui sans hésiter. Le mariage a eu lieu dans une petite église, avec très peu d'invités. La mère de Tiana était là, les larmes aux yeux, fière de voir sa fille heureuse. Du côté de Dante, son père était venu, un homme discret qui aimait son fils en silence. Mais Madeleine avait refusé d'assister au mariage. Elle avait dit à Dante que s'il épousait cette fille, il le regretterait un jour. Et que quand ce jour viendrait, elle serait là pour dire « je te l'avais dit ». Les premières années de leur mariage étaient belles. Dante et Tiana vivaient dans un petit appartement modeste mais propre. Tiana avait quitté son travail au restaurant et avait trouvé un emploi dans un salon de coiffure, où elle apprenait le métier tout en gagnant sa vie. Dante travaillait toujours dans l'entreprise familiale, mais les choses étaient tendues avec sa mère qui lui rappelait constamment qu'il avait fait le mauvais choix. Madeleine rendait visite au couple de temps en temps, et chaque visite était une épreuve pour Tiana. Madeleine critiquait tout. La propreté de l'appartement, la cuisine de Tiana, sa façon de s'habiller, sa façon de parler. Tout était prétexte pour la rabaisser. Et chaque fois, Tiana encaissait en silence, parce qu'elle ne voulait pas créer de problème entre Dante et sa mère. Elle avalait ses larmes et souriait. Mais le vrai problème, le problème qui allait tout détruire, est arrivé au bout de la 2e année de mariage. Tiana ne tombait pas enceinte. Mois après mois, elle attendait, espérait, priait, mais rien ne venait. Au début, ni Dante ni elle ne s'inquiétaient. Ils étaient jeunes, ils avaient le temps. Mais quand la 3e année a commencé sans la moindre grossesse, les questions ont commencé. Et c'est Madeleine qui a frappé la première. « Tu vois, Dante, je te l'avais dit. Cette femme ne peut même pas te donner un enfant. Qu'est-ce qu'elle t'apporte exactement? Pas de famille respectable, pas d'argent, et maintenant pas d'enfant. Tu as gâché ta vie avec elle. » Ces mots étaient comme du poison versé goutte à goutte dans l'oreille de Dante. Au début, il les repoussait. Il défendait Tiana. Il disait que ce n'était pas sa faute, que ces choses prenaient du temps. Mais le poison fait toujours son effet quand il est administré avec régularité. Madeleine ne manquait jamais une occasion de rappeler à son fils que Tiana était une femme incomplète, une femme qui ne pouvait pas remplir son rôle le plus fondamental. Tiana, de son côté, souffrait en silence. Chaque mois, quand elle réalisait qu'elle n'était toujours pas enceinte, c'était comme un coup de couteau dans le ventre. Elle avait consulté un médecin en secret. Les examens avaient montré qu'elle n'avait aucun problème physique. Tout était normal. Le médecin lui avait dit de ne pas s'inquiéter, que parfois la nature prenait son temps. Mais cette réponse ne suffisait pas à calmer la tempête qui grandissait dans son foyer. Dante commençait à changer. Il rentrait tard le soir. Il parlait moins. Il ne regardait plus Tiana avec la même tendresse qu'avant. Quand elle essayait de discuter avec lui, il répondait par des phrases courtes et froides. L'homme amoureux qui l'attendait devant le restaurant avait disparu, remplacé par un étranger qui semblait la regarder avec déception. Un soir, Tiana a trouvé le courage de lui poser la question qui lui brûlait la gorge depuis des mois. « Dante, est-ce que tu me reproches de ne pas être tombée enceinte ?» Il y a eu un long silence. Un silence qui disait tout ce que les mots n'osaient pas dire. Puis Dante a soupiré et a répondu. « Ma mère dit que si au bout de 3 ans il n'y a pas d'enfant,
c'est que ça ne marchera jamais. Tiana a senti son cœur se briser en 1000 morceaux. Pas parce que Dante pensait ça, mais parce qu'il laissait sa mère penser à sa place. Les mois suivants ont été les pires de la vie de Tiana. Madeleine venait de plus en plus souvent, et ses attaques étaient de plus en plus directes. Elle amenait même des photos de jeunes femmes qu'elle montrait à Dante en disant « Regarde, elle vient d'une bonne famille, elle a déjà 2 enfants de son premier mariage, elle sait ce que c'est qu'être une vraie femme. » Tiana assistait à ces scènes impuissantes, les poings serrés sous la table, les yeux rouges, le cœur en morceaux. Et puis un jour, la bombe est tombée. Dante est rentré du travail un soir avec un visage fermé. Il s'est assis à la table de la cuisine, en face de Tiana, et sans même la regarder dans les yeux, il a prononcé les mots les plus cruels qu'un homme puisse dire à la femme qu'il a juré d'aimer pour toujours. « Tiana, je veux le divorce. » Le monde s'est arrêté. Tiana a eu l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Elle a cherché de l'air comme si on venait de la plonger sous l'eau. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Pas Dante. Pas l'homme qui lui avait promis de l'aimer dans la santé et dans la maladie, dans la richesse et dans la pauvreté. Pas l'homme qui avait défié sa propre mère pour être avec elle. Pourquoi ? Elle a murmuré d'une voix brisée. Dante a baissé les yeux. J'ai besoin d'un héritier, Tiana. Ma famille a besoin d'un héritier. Et tu ne peux pas me donner ça. Tiana a pleuré cette nuit-là comme elle n'avait jamais pleuré de toute sa vie. Elle a pleuré pour l'amour qu'elle perdait, pour les rêves qui s'écroulaient, pour cette injustice qui la frappait alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Parce que ne pas tomber enceinte n'était pas un crime. Ce n'était pas un choix. C'était quelque chose qui échappait à son contrôle. Et la punir pour ça, c'était la chose la plus cruelle qu'on puisse lui faire. La procédure de divorce a été rapide. Dante avait un avocat payé par sa famille. Tiana n'avait rien. Elle a signé les papiers sans se battre, parce qu'elle savait que se battre contre la famille de Dante était un combat perdu d'avance. Le jour où le divorce a été prononcé, Tiana est sortie du tribunal avec un petit sac contenant tous ses biens. Quelques vêtements, quelques photos, et un cœur en morceaux. Elle est retournée vivre chez sa mère, dans cette petite maison du quartier où elle avait grandi. Sa mère l'a accueillie sans un mot de reproche, sans une question. Elle l'a simplement prise dans ses bras et l'a laissée pleurer jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Les premiers jours après le divorce, Tiana ne mangeait presque plus. Sa mère lui apportait des assiettes qu'elle repoussait sans même les regarder. Elle passait ses journées assise près de la fenêtre de sa chambre d'enfance, à regarder la rue sans vraiment la voir, le visage vide, les yeux secs parce qu'il ne restait plus de larmes à verser. La nuit, elle faisait des cauchemars. Elle revoyait le visage de Dante quand il lui avait dit ces mots. « J'ai besoin d'un héritier. Et tu ne peux pas me donner ça. » Chaque nuit, les mêmes mots. Comme un disque rayé qui tourne en boucle dans sa tête. Sa mère la regardait souffrir en silence, impuissante. Elle lui préparait du thé chaud le soir, s'asseyait à côté d'elle sur le lit, et lui caressait les cheveux sans rien dire. Parce que parfois, les mots ne servent à rien. Parfois, la seule chose qu'on peut offrir à quelqu'un qui souffre, c'est sa présence. 3 semaines après le divorce, quelque chose a changé. Tiana s'est réveillée un matin avec une nausée violente qui l'a propulsée hors du lit et jusqu'aux toilettes. Elle a vomi pendant 10 minutes, le front en sueur, les jambes tremblantes. Elle a pensé que c'était le stress. Que son corps réagissait enfin à tout ce qu'elle avait enduré ces dernières semaines. Elle a bu un verre d'eau et est retournée se coucher. Le lendemain matin, la même chose. Et le jour d'après. Et celui d'encore après. Chaque matin, la nausée la réveillait avant le soleil. Elle était épuisée sans raison. Elle avait des vertiges quand elle se levait trop vite. Certaines odeurs qui ne la dérangeaient pas avant lui donnaient envie de vomir. Sa poitrine était douloureuse, tendue. Elle avait faim à des heures étranges, et puis plus faim du tout 1 heure après. Au début, elle refusait de penser à ce que ces symptômes pouvaient signifier. C'était impossible. Ils avaient essayé pendant 3 ans sans résultat. Les médecins lui avaient dit que tout était normal de son côté, mais 3 ans sans grossesse, c'était long. Alors non, ce n'était pas ça. C'était le stress. L'angoisse. La dépression, peut-être. Son corps qui lâchait après des mois de pression. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait. Cette petite voix que les femmes entendent quand elles savent, avant même que la science confirme. Cette petite voix qui dit « Tu le sens, n'est-ce pas? Tu sais ce qui se passe en toi. » Un soir, en rentrant du travail parce que Tiana avait repris son poste au salon de coiffure malgré tout, elle s'est arrêtée devant la pharmacie au coin de la rue. Elle est restée debout sur le trottoir pendant 5 bonnes minutes,
a regardé la porte comme si c'était l'entrée d'un autre monde. Puis elle est entrée. Elle a acheté un test de grossesse avec les mains qui tremblaient tellement qu'elle a failli faire tomber son porte-monnaie au comptoir. La pharmacienne lui a souri gentiment, et Tiana a baissé les yeux, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Elle est rentrée chez sa mère, a attendu que celle-ci s'endorme, et s'est enfermée dans la petite salle de bain. Elle a suivi les instructions sur la boîte avec des gestes mécaniques, comme si son corps agissait tout seul pendant que son esprit flottait quelque part au-dessus d'elle, trop effrayé pour être présent. Elle a posé le test sur le rebord du lavabo et a regardé sa montre. 2 minutes d'attente. 120 secondes qui ont duré une éternité. Elle n'osait pas regarder. Elle a fermé les yeux, a pris une grande respiration, puis les a rouverts et a baissé le regard vers le petit bâtonnet blanc. 2 lignes. Positif. Tiana est restée assise sur le carrelage froid de la salle de bain pendant 1 heure entière, les yeux fixés sur ce petit bâtonnet qui venait de changer sa vie pour toujours. Elle était enceinte. Enceinte de Dante. L'homme qui l'avait quittée parce qu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfant venait de lui en faire un sans le savoir. La vie a parfois un sens de l'ironie si cruel qu'on pourrait croire qu'elle le fait exprès. La première réaction de Tiana a été de vouloir appeler Dante. De lui dire la vérité. De lui montrer que le problème ne venait pas d'elle, que son corps fonctionnait parfaitement, que la nature avait simplement pris son temps. Mais au moment où elle a pris son téléphone, une autre pensée l'a arrêtée. Si elle appelait Dante, que se passerait-il? Il reviendrait. Pas par amour pour elle, mais pour l'enfant. Il reviendrait parce que sa mère voudrait l'héritier. Et Tiana serait à nouveau traitée comme un objet, un incubateur, une machine à faire des bébés pour une famille qui ne l'avait jamais respectée. Elle serait tolérée, pas aimée. Acceptée comme la mère de l'enfant, pas comme une femme à part entière. Non. Elle ne voulait pas de ça. Elle méritait mieux que ça. Tiana a posé le téléphone et a pris une décision qui allait définir le reste de sa vie. Elle allait garder cet enfant. Elle allait l'élever seule. Et elle allait construire une vie dont personne ne pourrait se moquer. Dante et sa famille n'auraient aucun droit sur cet enfant. Parce qu'ils avaient renoncé à elle. Et en renonçant à elle, ils avaient renoncé à tout ce qui venait avec elle. Sa mère a été la seule personne à connaître la vérité. Quand Tiana lui a annoncé qu'elle était enceinte, sa mère a d'abord ouvert grand les yeux, puis elle a souri à travers ses larmes. « Ma fille, Dieu a son propre calendrier. Ce bébé est une bénédiction, et personne ne te le prendra. Je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. » Les mois de grossesse n'ont pas été faciles. Tiana travaillait toujours au salon de coiffure, debout pendant des heures malgré son ventre qui grossissait. Elle économisait chaque centime qu'elle gagnait, mangeait le strict minimum, portait les mêmes vêtements encore et encore. Mais elle ne se plaignait jamais. Chaque fois qu'elle sentait le bébé bouger dans son ventre, elle trouvait la force de continuer. Ce petit être innocent était sa motivation, sa raison de se battre, sa lumière dans l'obscurité. Au 6e mois de grossesse, lors d'une échographie de routine, le médecin a posé sa sonde sur le ventre de Tiana et a froncé les sourcils en regardant l'écran. Tiana a senti son cœur s'arrêter. « Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Est-ce que le bébé va bien ?» Le médecin a souri et a dit « Les bébés vont très bien. » Tiana a cligné des yeux. « Les bébés. Au pluriel. Oui, mademoiselle. Vous portez des jumeaux. Un garçon et une fille. Des jumeaux. » L'homme qui l'avait quittée parce qu'elle ne pouvait pas lui donner un seul enfant allait en avoir 2 sans le savoir. Tiana a éclaté de rire à travers ses larmes. Un rire nerveux, incrédule, mélangé avec de la joie et une pointe de colère. La vie avait décidément un sens de l'humour très particulier. Elle a accouché un matin de printemps, dans un hôpital public, entourée uniquement de sa mère. L'accouchement a été long et difficile, mais quand elle a entendu le premier cri de sa fille, puis immédiatement après le premier cri de son fils, toute la douleur a disparu. Elle a tenu ses 2 bébés contre sa poitrine, un dans chaque bras, et elle a su à cet instant précis que sa vie venait de commencer pour de vrai. Elle a nommé sa fille Imani, qui signifie foi, parce que c'est la foi qu'il avait portée pendant ces mois difficiles. Et son fils, elle l'a nommé Joël, en hommage à un oncle de sa mère qui avait toujours été bon avec elle quand elle était enfant. Imani et Joël. Ces 2 trésors. Sa raison de vivre. Les premières semaines avec des jumeaux nouveau-nés ont été épuisantes. Tiana dormait à peine 2 heures par nuit. Sa mère l'aidait autant qu'elle le pouvait, mais elle aussi était fatiguée et commençait à avoir des problèmes de santé. Tiana s'occupait de ses bébés le jour et travaillait quelques heures le soir quand sa mère pouvait les garder. C'était un rythme insoutenable, mais elle tenait bon.
Parce qu'elle avait un objectif. Un rêve qui ne l'avait jamais quitté malgré toutes les épreuves. Son salon de beauté. Pendant ses rares moments de repos, Tiana dessinait des plans. Elle imaginait les couleurs des murs, la disposition des fauteuils, le type de musique qui jouerait en fond. Elle notait des idées dans un petit carnet qu'elle gardait toujours dans son sac. Elle étudiait les salons qui marchaient bien dans la ville, analysait ce qu'ils faisaient de bien et ce qu'ils faisaient de mal. Elle lisait des articles sur la gestion d'entreprise, sur le marketing, sur tout ce qu'une femme d'affaires devait savoir. Parfois, quand les jumeaux dormaient enfin, elle restait éveillée jusqu'à 2 heures du matin, penchée sur son carnet à la lumière d'une petite lampe de chevet, calculant des chiffres, dessinant des plans de sol, listant le matériel dont elle aurait besoin. Sa mère la trouvait parfois endormie sur ses notes le matin, le stylo encore dans la main. Tiana avait compris quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent jamais. La douleur peut être un moteur. La colère, quand elle est bien canalisée, peut déplacer des montagnes. Chaque fois qu'elle se sentait fatiguée, chaque fois qu'elle avait envie d'abandonner, elle pensait au visage de Madeleine quand elle la regardait avec mépris. Elle pensait aux mots de Dante. « Tu ne peux pas me donner ça ». Et ses souvenirs, au lieu de la détruire, lui donnaient une énergie nouvelle. Pas pour se venger. Pour prouver. Pas aux autres. À elle-même. Quand les jumeaux ont eu 6 mois, Tiana a pris une décision audacieuse. Elle a postulé pour un prêt bancaire pour ouvrir son propre salon. Elle avait préparé un dossier complet, avec des projections financières, une étude de marché du quartier, et même des photos du local qu'elle avait repéré. Elle s'était habillée de son plus beau vêtement, avait coiffé ses cheveux avec soin, et s'était rendue à la banque avec la confiance d'une femme qui savait exactement ce qu'elle voulait. Le banquier l'a regardée de haut en bas. Il a feuilleté son dossier sans vraiment le lire, a regardé sa situation familiale, mère célibataire de 2 enfants en bas âge, a vérifié son compte en banque, pratiquement vide, et a reposé le dossier sur la table avec un soupir. « Madame, nous ne pouvons pas accepter votre demande. Le risque est trop élevé. » Tiana a voulu argumenter, expliquer son plan, montrer ses projections. Mais le banquier avait déjà rangé son dossier dans un tiroir. Il ne la prenait pas au sérieux. Pour lui, elle n'était qu'une jeune mère sans moyens qui rêvait trop grand. Tiana est sortie de la banque avec la gorge serrée mais les yeux secs. Elle ne pleurerait pas pour ça. Elle avait pleuré assez de larmes pour une vie entière. Au lieu de ça, elle a serré les poings et s'est dit « Très bien. Je le ferai sans eux. » Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a commencé par coiffer ses voisines chez elle, dans la cuisine de sa mère. 5 $ par tête. Elle installait les jumeaux dans leur parc de jeux dans un coin de la cuisine, et elle travaillait. Elle coiffait, elle tressait, elle lissait, elle coupait, avec une précision et un talent qui laissaient ses clientes bouche bée. Puis elle a ajouté des soins du visage avec des produits naturels qu'elle fabriquait elle-même à partir de recettes trouvées dans des livres. Du beurre de karité, du miel, de l'aloès, des huiles essentielles. Des produits simples mais efficaces, préparés avec soin dans sa petite cuisine. Puis des manucures. Puis des massages. Elle avait appris les techniques de massage en regardant des vidéos éducatives pendant les nuits où elle n'arrivait pas à dormir. La nouvelle s'est répandue de bouche à oreille. Tu connais Tiana. La fille qui coiffe chez sa mère. Va-y, elle est incroyable, et pas chère en plus. Les clientes venaient de plus en plus nombreuses, d'abord du quartier, puis des quartiers voisins. Certaines traversaient la ville entière pour venir chez Tiana. Parce que au-delà de son talent, Tiana avait quelque chose de spécial. Elle écoutait. Elle prenait le temps avec chaque cliente. Elle leur posait des questions sur leur vie, leurs problèmes, leurs joies. Et dans cette petite cuisine modeste, les femmes se sentaient entendues, respectées, valorisées. Elles venaient pour la coiffure, mais elles revenaient pour Tiana. Au bout d'1 an, Tiana avait assez d'argent pour louer un tout petit local dans une rue commerciale. Pas plus grand qu'une chambre à coucher, mais c'était le sien. Elle l'a nettoyé, peint, décoré avec le peu qu'elle avait. Elle a acheté 2 fauteuils de coiffure d'occasion, un bac à shampoing récupéré dans une vente de liquidation, et un petit meuble pour ses produits. Et elle a ouvert les portes de son salon. Elle l'a appelé Lumière. Parce que c'est ce qu'elle voulait apporter à ses clientes. De la lumière. Du bonheur. Un moment de répit dans leur vie difficile. Et aussi parce que c'est ce que ses enfants avaient apporté dans sa propre vie. De la lumière au milieu des ténèbres. Le salon Lumière a démarré lentement, mais il a grandi. Tiana travaillait du matin au soir, parfois jusqu'à tard dans la nuit. Elle amenait les jumeaux avec elle,
installée dans un petit parc pour bébé dans un coin du salon pendant qu'elle coiffait et maquillait ses clientes. Les clientes adoraient les jumeaux. Imani, avec ses grands yeux curieux qui observaient tout, et Joël, avec son sourire contagieux qui faisait fondre tous les cœurs. Un jour, une cliente fortunée est entrée par hasard dans le salon. C'était une femme d'affaires qui possédait plusieurs boutiques dans le quartier chic de la ville. Elle cherchait un salon pour un soin rapide entre deux rendez-vous. Elle a été tellement impressionnée par la qualité du travail de Tiana et par l'ambiance chaleureuse du petit salon qu'elle est revenue la semaine suivante. Et la semaine d'après. Et chaque semaine ensuite. Cette cliente est devenue la première ambassadrice de Tiana. Elle parlait du salon Lumière à toutes ses amies, à ses collègues, à ses contacts. Et petit à petit, une clientèle plus aisée a commencé à franchir les portes du petit salon. Des femmes qui étaient habituées au grand salon du centre-ville mais qui trouvaient chez Tiana quelque chose que les autres n'avaient pas. Une authenticité. Une chaleur humaine. Un talent brut qui ne s'achète pas dans une école. À la fin de la 2e année, Tiana avait assez de revenus pour embaucher sa première employée. Une jeune femme du quartier, comme elle, à qui elle a tout appris. Puis une 2e. Puis une 3e. À la 3e année, le petit local était devenu trop petit. Tiana a pris un risque énorme. Elle a contracté un prêt, cette fois-ci accordé grâce à son bilan financier impressionnant, et elle a déménagé dans un espace 3 fois plus grand. Elle a investi dans du matériel haut de gamme, des fauteuils de massage, des cabines de soins pour le visage et le corps. Elle a transformé un simple salon de coiffure en un véritable centre de beauté et de bien-être. Un spa de luxe, mais accessible. Un endroit où chaque femme, quelle que soit son origine ou son statut social, pouvait venir se sentir comme une reine. Le salon Lumière était devenu une véritable institution. Les rendez-vous se prenaient des semaines à l'avance. Des articles dans les journaux locaux parlaient de cette jeune mère célibataire qui avait bâti un empire de la beauté en partant de rien. Tiana était invitée à des événements, à des conférences, à des galas de charité. La petite serveuse du restaurant était devenue une femme d'affaires respectée, une patronne admirée, une mère exemplaire. Et ses enfants grandissaient magnifiquement. Imani était une petite fille vive, intelligente, avec un caractère bien trempé. Elle ressemblait à sa mère par sa détermination mais à son père par ses traits du visage. Joël était plus calme, plus doux, avec un sourire qui illuminait chaque pièce où il entrait. Il avait exactement les yeux de Dante, ces yeux profonds et expressifs qui avaient fait craquer Tiana des années auparavant. Chaque fois qu'elle regardait ses enfants, Tiana voyait Dante en eux. Et chaque fois, son cœur faisait un petit bond mélangé de tendresse et de douleur. Parce que malgré tout, malgré la trahison, malgré le divorce, malgré les mots cruels et les années de silence, une partie de Tiana aimait encore Dante. Non pas comme une femme aime un homme, mais comme on aime un souvenir. Le souvenir de ce garçon qui l'attendait devant le restaurant, qui la regardait comme si elle était la seule femme au monde, qui avait osé défier sa mère pour être avec elle. Ce Dante-là, celui d'avant le poison de Madeleine, celui-là vivait encore quelque part dans un coin du cœur de Tiana. Mais elle ne lui avait jamais donné de nouvelles. Et il ne l'avait jamais cherché. Pendant ce temps, Dante avait vécu sa propre descente. Les premiers mois après le divorce avaient été étrangement silencieux. Madeleine était satisfaite. Son fils était enfin libre de cette femme qui ne le méritait pas, selon elle. Elle lui préparait ses repas préférés, lui parlait d'un avenir radieux, d'une vraie famille qu'il allait bientôt avoir. Mais Dante ne partageait pas son enthousiasme. La nuit, quand il se retrouvait seul dans son appartement vide, il entendait encore les pas de Tiana dans le couloir. Il sentait encore son parfum sur les oreillers. Il se retournait dans le lit et sa main cherchait instinctivement le corps de Tiana à côté de lui, mais ne trouvait que le vide. Un vide froid et terrible qui ne se remplissait pas avec le temps. Il avait commencé à boire. Pas beaucoup au début. Un verre de whisky le soir pour l'aider à dormir. Puis 2. Puis 3. L'alcool engourdissait la douleur, transformait les souvenirs en images floues qui faisaient moins mal. Mais au matin, la douleur revenait toujours, plus forte, plus aiguë, accompagnée maintenant par la honte. Son père avait remarqué le changement. Le père de Dante était un homme discret, un homme de peu de mots qui avait passé sa vie à travailler en silence pendant que sa femme prenait toutes les décisions. Mais un soir, il s'est assis à côté de son fils et lui a dit quelque chose que Dante n'oublierait jamais. « Mon fils, j'aurais dû parler quand j'en avais l'occasion. J'aurais dû dire à ta mère d'arrêter. Tiana était une bonne fille. Mais j'ai été lâche. Comme toi. Et maintenant, on vit tous les deux avec les conséquences de notre silence. » Ces mots avaient frappé Dante comme une claque.
Son propre père reconnaissait l'erreur. Mais il était trop tard. Les papiers étaient signés. Tiana était partie. Et il n'avait pas eu le courage de la chercher. Sa mère avait immédiatement commencé à lui présenter des femmes. Des filles de bonne famille, éduquées, bien habillées, avec des sourires parfaits et des conversations vides. Dante les rencontrait par obligation, sans enthousiasme. Aucune d'entre elles ne lui faisait ressentir ce que Tiana lui avait fait ressentir. Aucune n'avait cette lumière naturelle, cette authenticité, cette force tranquille. 1 an après le divorce, Dante a rencontré Kamala. Elle était jolie, bien élevée, issue d'une famille que Madeleine approuvait totalement. Kamala était professeure dans une école privée. Elle parlait bien, s'habillait bien, et surtout, elle plaisait à Madeleine. Pour la première fois, la mère de Dante souriait quand elle parlait de la vie amoureuse de son fils. Dante et Kamala ont commencé à se fréquenter. Leur relation était calme, prévisible, confortable. Il n'y avait pas de passion dévorante, pas de feu d'artifice, pas de ces moments où le cœur bat si fort qu'on a peur qu'il s'échappe de la poitrine. Mais c'était stable. Et après le chaos de son divorce, Dante avait besoin de stabilité. 2 ans après le début de leur relation, Dante a demandé Kamala en mariage. Elle a accepté. Madeleine était aux anges. Enfin, son fils allait épouser une femme digne de leur famille. Les préparatifs du mariage ont commencé, et Madeleine s'est occupée de tout avec la précision d'un général qui organise une bataille. Et c'est là que quelque chose d'inattendu s'est produit. Quelqu'un dans l'entourage de Dante, un cousin éloigné, avait entendu parler du Salon Lumière. Il avait vu un article dans un journal local qui parlait de cette femme extraordinaire qui avait bâti un empire de la beauté en partant de rien. Et quand il avait vu la photo de Tiana dans l'article, il avait reconnu l'ancienne femme de Dante. Il en avait parlé à Dante, presque par hasard, lors d'un dîner de famille. Tu savais que ton ex-femme a ouvert un grand salon de beauté dans le quartier chic. Il paraît que c'est devenu un des endroits les plus populaires de la ville. Elle a vraiment réussi. Dante avait senti quelque chose remuer au fond de lui. Un mélange de surprise, de fierté involontaire, et de culpabilité. La femme qu'il avait rejetée, celle que sa mère avait qualifiée de bonne à rien, avait réussi bien au-delà de ce que quiconque dans sa famille n'avait jamais accompli. Cette nuit-là, allongé à côté de Kamala qui dormait paisiblement, Dante n'arrivait pas à fermer les yeux. Il pensait à Tiana. À son sourire. À la façon dont elle le regardait comme s'il était son univers tout entier. À la façon dont il l'avait laissé partir. Ou plutôt, à la façon dont il l'avait poussé dehors. Mais il ne savait rien des jumeaux. Personne ne le savait. C'est Kamala qui a eu l'idée d'inviter Tiana au mariage. Pas par gentillesse, non. Par fierté. Kamala avait entendu parler de la réussite de Tiana, et quelque part en elle, une petite voix jalouse voulait montrer à cette femme que c'était elle, Kamala, qui avait gagné. C'était elle qui épousait Dante. C'était elle qui portait la bague. Et elle voulait que Tiana le voie de ses propres yeux. Dante avait hésité. Inviter son ex-femme à son mariage, c'était étrange. Mais Kamala avait insisté, et Madeleine avait approuvé. Ce sera une belle leçon pour elle, avait dit Madeleine avec un sourire mauvais. Elle verra ce qu'elle a perdu. L'invitation est arrivée chez Tiana un mardi matin. Une belle enveloppe dorée, avec des lettres en relief, fermée par un seau de cire rouge. Le facteur l'avait déposée dans la boîte aux lettres comme n'importe quel courrier, sans savoir que cette simple enveloppe allait provoquer un tremblement de terre dans la vie de plusieurs personnes. Tiana l'a prise en partant travailler, l'a glissée dans son sac sans y prêter attention, et ne l'a ouverte que le soir, assise dans son bureau au salon après le départ de la dernière cliente. Quand elle a lu les noms de Dante et Kamala, et la date du mariage, elle est restée immobile pendant de longues minutes. Son cœur battait vite. Ses mains étaient devenues froides. Des milliers de pensées se bousculaient dans sa tête comme un embouteillage sur une autoroute. Dante se mariait. L'homme qui lui avait promis de l'aimer pour toujours, l'homme qui avait brisé cette promesse, allait promettre la même chose à une autre femme. Et il avait eu le courage, ou plutôt l'audace, de l'inviter. Elle a posé l'invitation sur son bureau et a regardé par la fenêtre. Dehors, la nuit tombait sur la ville. Les lumières de la rue s'allumaient une à une. Et Tiana a pensé à tout le chemin qu'elle avait parcouru depuis ce jour terrible où elle avait quitté le tribunal avec un petit sac contenant toute sa vie. Elle a pensé à la cuisine de sa mère où elle coiffait ses premières clientes. Au petit local qu'elle avait nettoyé et peint de ses propres mains. Aux nuits blanches à calculer ses comptes. Au matin où elle se levait à 5 heures pour préparer les jumeaux avant d'ouvrir le salon.
À chaque obstacle qu'elle avait surmonté, chaque porte qu'on lui avait fermée au nez, chaque personne qui lui avait dit que c'était impossible. Et maintenant, elle était là. Propriétaire d'un des salons les plus réputés de la ville. Mère de 2 enfants magnifiques. Femme indépendante, respectée, admirée. Et l'homme qui l'avait rejetée voulait qu'elle vienne le regarder épouser une autre. Sa première réaction a été de jeter l'invitation à la poubelle. Pourquoi irait-elle au mariage de l'homme qui l'avait brisée? Quel genre de masochisme la pousserait à aller se planter là-bas et regarder Dante dire oui à une autre femme? Mais ensuite, une autre pensée s'est formée dans son esprit. Une pensée qui venait non pas de la rancune, mais de la force. De cette force tranquille qu'elle avait construite au fil des années de lutte et de sacrifice. Elle a appelé sa meilleure amie et associée, Nadia, qui gérait le salon avec elle depuis 2 ans. Nadia, tu ne vas jamais deviner ce que je viens de recevoir. Quand elle lui a raconté, Nadia est restée silencieuse un moment, puis elle a dit, tu vas y aller. Ce n'était pas une question. C'était une constatation. Parce que Nadia connaissait Tiana mieux que personne, et elle savait que cette femme n'allait pas se cacher. Tiana a souri. Oui, je vais y aller. Et j'emmène les enfants. Le silence à l'autre bout du fil a duré 3 secondes. Puis Nadia a éclaté de rire. Tu es la femme la plus courageuse et la plus folle que je connaisse, Tiana. Et c'est pour ça que je t'adore. Elle irait à ce mariage. Non pas pour souffrir. Non pas pour gâcher la fête. Mais pour montrer à Dante, à Madeleine, à Kamala, et au monde entier, que Tiana n'était plus cette petite serveuse fragile qu'on pouvait jeter comme un mouchoir usagé. Elle irait avec la tête haute, le dos droit, et la fierté d'une femme qui s'était relevée de ses cendres. Et elle irait avec ses enfants. Les préparatifs de Tiana pour ce jour ont été méticuleux. Elle s'est fait confectionner une robe sur mesure par un des meilleurs créateurs de la ville. Une robe blanche, élégante, sophistiquée, qui mettait en valeur sa silhouette sans être provocante. Elle a choisi des bijoux discrets mais raffinés. Pour Imani, elle a fait faire une petite robe rose pâle avec des rubans dans les cheveux. Pour Joël, un petit costume bleu marine avec un nœud papillon. Ces 2 petits trésors de 5 ans allaient faire leur entrée dans le monde de leur père, et Tiana voulait qu'il soit parfait. Et pour le transport, Tiana a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle a loué un hélicoptère. Pas par vanité. Pas pour frimer. Mais parce que le lieu du mariage était à l'extérieur de la ville, dans un domaine avec un grand jardin. Et Tiana savait que l'arrivée en hélicoptère enverrait un message silencieux mais puissant. Un message qui dirait sans mots, regardez ce que je suis devenue. Le jour du mariage est arrivé. Le domaine était magnifique, décoré avec des fleurs blanches et dorées, des rubans de soie, des tables dressées avec de la porcelaine fine. Les invités arrivaient en voiture, en costume et en robe de soirée, se saluant avec des sourires polis et des poignées de main. Dante se tenait près de l'autel avec son costume noir impeccable, Kamala à l'intérieur terminant ses derniers préparatifs. Madeleine paradait parmi les invités comme une impératrice inspectant ses sujets. Et puis, ils l'ont entendu. Un bruit au loin. Un bourdonnement qui grandissait. Les têtes se sont levées vers le ciel. Un hélicoptère noir approchait. Il s'est posé doucement sur le grand terrain d'herbe à côté du domaine, soulevant un nuage de poussière et faisant danser les nappes des tables les plus proches. Le silence est tombé sur l'assemblée comme un rideau de théâtre. La porte de l'hélicoptère s'est ouverte, et un garde du corps en costume est sorti en premier, tenant la porte ouverte. Puis Tiana est apparue. Radieuse. Lumineuse. Transformée. Elle portait une robe blanche fluide, coupée sur mesure, qui épousait sa silhouette avec une élégance qui coupait le souffle. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon haut, sophistiqué, orné d'un bijou discret qui brillait au soleil. À son poignet, une montre en or. À ses oreilles, des boucles en diamant. Pas de maquillage excessif. Juste ce qu'il fallait pour souligner sa beauté naturelle, cette beauté que Madeleine avait refusé de voir. Ce n'était plus la petite serveuse timide que Dante avait épousée il y a des années. C'était une femme puissante, sûre d'elle, magnifique, qui dégageait une aura de confiance et de réussite que personne ne pouvait ignorer. Chaque pas qu'elle faisait, chaque mouvement de sa main, chaque inclinaison de sa tête respirait l'assurance d'une femme qui s'était construite toute seule et qui ne devait rien à personne. Elle est descendue avec grâce, puis s'est retournée pour aider ses enfants. Imani d'abord, petite princesse avec sa robe rose pâle bordée de dentelle et son regard curieux qui balayait la foule avec l'assurance d'une enfant qui a été élevée dans l'amour et la confiance. Puis Joël, petit prince avec son costume bleu marine impeccable, son nœud papillon parfaitement ajusté, et ce sourire,
ce sourire qui ressemblait tellement à celui de Dante que c'en était troublant. Les deux enfants étaient magnifiques. Leur peau brillait sous le soleil, leurs vêtements étaient parfaits, et ils se tenaient avec une dignité naturelle qui impressionnait pour des enfants de leur âge. Ils ont marché tous les trois vers les invités, main dans la main, comme une famille royale qui arrive dans son domaine. Tiana avait la tête haute, les épaules droites, un léger sourire sur les lèvres. Pas un sourire de provocation. Un sourire de paix. Le sourire d'une femme qui n'a plus rien à prouver parce que sa vie parle pour elle. Les murmures ont commencé immédiatement. Qui est cette femme? Regarde ses enfants. Mon Dieu, le petit garçon ressemble tellement à Dante. Attends, c'est son ex-femme. Celle qui était serveuse. Impossible. Regarde comment elle est habillée. Regarde cette assurance. Elle est venue en hélicoptère. Dante est resté pétrifié. Ses jambes ne répondaient plus. Son cerveau essayait de traiter ce qu'il voyait, mais les informations arrivaient trop vite. Tiana, plus belle que jamais. Et ses deux enfants. Ce garçon qui avait son propre visage en miniature. Cette fille qui avait ses yeux. Des jumeaux. De 5 ans. Ce qui signifiait qu'ils avaient été conçus juste avant le divorce, ou peut-être juste autour de cette période. Le calcul était simple. Douloureux, mais simple. Ce sont mes enfants. Les mots n'ont même pas eu besoin d'être prononcés. Dante le savait. Dans son ventre, dans ses os, dans chaque fibre de son être, il savait que ses deux enfants étaient les siens. Il a regardé Joël, et c'était comme se regarder dans un miroir qui remonte le temps. Les mêmes pommettes hautes. Le même front large. La même façon de pencher la tête légèrement sur le côté quand il observe quelque chose. Et Imani, même si elle ressemblait davantage à sa mère par la grâce de ses traits, avait les yeux de Dante. Ses yeux en amande, profonds, qui semblaient voir à travers les gens. Et la réalisation de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait perdu, de ce qu'il avait sacrifié sur l'autel de l'obéissance à sa mère, cette réalisation l'a frappé avec la force d'un train lancé à pleine vitesse. 5 ans. 5 anniversaires. 5 premiers jours d'école. Les premiers mots. Les premiers pas. Le premier dessin. Le premier cauchemar où un enfant appelle son papa dans le noir et personne ne répond. Toutes ces choses qu'il ne pourrait jamais retrouver, qu'aucune larme ne pourrait ramener, qu'aucun pardon ne pourrait effacer. Son père avait eu raison. Sa lâcheté lui avait coûté la chose la plus précieuse qu'un homme puisse avoir. Et il ne le savait même pas jusqu'à cet instant précis. Kamala est sortie à ce moment-là, alertée par le bruit de l'hélicoptère. Elle portait sa robe de mariée, blanche et volumineuse, avec un voile qui flottait dans la brise. Elle s'est approchée et a vu la scène. Tiana, radieuse. Les deux enfants. Et Dante, figé, les yeux remplis de larmes. Le sourire de Kamala s'est effacé. Elle a regardé les enfants, puis Dante, puis les enfants à nouveau. Et elle a compris. Tout le monde a compris. Madeleine a été la première à réagir. Elle s'est précipitée vers Dante, le visage déformé par la colère et la panique. Dante, ne fais pas attention. C'est sûrement des mensonges. Ces enfants ne sont probablement même pas les tiens. Ne te laisse pas avoir par cette femme. Mais Dante ne l'écoutait plus. Pour la première fois de sa vie, la voix de sa mère n'était qu'un bruit de fond lointain, noyé par le battement assourdissant de son propre cœur. Il s'est avancé lentement vers Tiana, les jambes flageolantes, les yeux brouillés par les larmes. Quand il est arrivé devant elle, il a baissé le regard vers les jumeaux. Joël a levé la tête et a regardé cet homme inconnu avec curiosité. Et Dante a vu dans ses petits yeux le reflet de lui-même enfant. La même innocence. La même douceur. Et quelque chose en lui s'est brisé définitivement. Ses genoux ont cédé. Il est tombé par terre, là, devant tout le monde, dans son costume de mariée impeccable, au milieu des fleurs et des décorations, et il a pleuré. Pas des larmes silencieuses et dignes. Des sanglots déchirants, bruyants, qui venaient du plus profond de son âme. Les sanglots d'un homme qui réalise qu'il a commis la plus grande erreur de sa vie et que le temps ne peut pas être remonté. Tiana, a-t-il murmuré entre deux sanglots. Pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne savais pas. Si j'avais su. Je n'aurais jamais. Ma mère. Elle m'a dit que nous ne pourrions jamais. Et je l'ai écouté. Comme un idiot, je l'ai écouté. Au lieu d'écouter mon cœur. Au lieu de te faire confiance. J'ai choisi les mots de ma mère plutôt que ton amour. Et regarde ce que j'ai perdu. Regarde ce que j'ai perdu. Le silence qui régnait sur l'assemblée était total.
Pas un bruit. Pas un mouvement. Chaque invité retenait son souffle. Kamala se tenait à quelques mètres, la main sur la bouche, les yeux écarquillés, réalisant que son mariage venait de s'écrouler sous ses pieds. Et Madeleine, pour la première fois de sa vie, n'avait rien à dire. Aucun mot de poison ne pouvait réparer le désastre qu'elle avait créé. Tiana a regardé Dante à genoux devant elle. Et malgré tout, malgré la douleur, malgré les années de solitude, malgré les nuits où elle avait pleuré en tenant ses bébés endormis contre elle, malgré tout cela, elle n'a pas ressenti de satisfaction à le voir souffrir. Elle n'a pas ressenti de joie. Parce que Tiana n'était pas venue pour se venger. Elle n'était pas venue pour détruire. Elle était venue pour montrer la vérité. Et la vérité, parfois, fait plus mal que n'importe quel mensonge. Elle s'est agenouillée devant Dante, doucement, et elle a mis sa main sur son épaule. « Dante, lève-toi », elle a dit d'une voix calme et douce. « Ne fais pas ça devant les enfants. » Dante a levé les yeux vers elle, le visage trempé de larmes. « Tiana, ces enfants. Dis-moi que ce sont les miens. » Tiana a hoché la tête lentement. « Oui, Dante. Ce sont tes enfants. Imani et Joël. Ils ont 5 ans. Et ils ne savent pas qui est leur père. » Ces mots ont frappé Dante comme une gifle. 5 ans. 5 ans pendant lesquels ses enfants avaient grandi sans lui. 5 ans de premiers pas, de premiers mots, de premières dents, de premiers rires, de première colère, de premières larmes. 5 années entières de leur vie qu'il avait manqué. Qu'il ne pourrait jamais rattraper. Qu'il ne pourrait jamais revivre. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» a-t-il demandé dans un souffle. Tiana l'a regardé avec un mélange de tristesse et de fermeté. « Et pourquoi je t'aurais dit, Dante ? Tu m'as quitté parce que je ne pouvais pas te donner d'enfant. Ta mère m'a traité comme une moins que rien pendant des années. Quand tu m'as demandé le divorce, personne de ta famille n'a pris ma défense. Pas toi. Pas ton père. Personne. J'ai découvert que j'étais enceinte 3 semaines après notre divorce. 3 semaines, Dante. Si tu avais attendu un peu plus longtemps, si tu avais eu un peu plus de patience, un peu plus de foi en moi, en nous, tu aurais su. Mais tu as choisi d'écouter ta mère plutôt que ton cœur. Et quand j'ai découvert que je portais tes enfants, j'ai compris que si je te le disais, tu reviendrais. Mais pas pour moi. Pour eux. Et je ne voulais pas être aimée par obligation. Je méritais mieux que ça. » Chaque mot de Tiana était comme une flèche qui touchait sa cible avec une précision chirurgicale. Dante savait qu'elle avait raison. Surtout. Chaque accusation était justifiée. Chaque reproche était mérité. Madeleine s'est approchée, le visage livide. « Dante, nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, le mariage. Kamala t'attend. » Dante s'est tourné vers sa mère, et pour la première fois, il l'a regardée non pas comme un fils obéissant, mais comme un homme qui vient de comprendre la vérité. « Le mariage. Tu parles de mariage, maman. Regarde ce que tes manipulations ont fait. Regarde ce que tu m'as coûté. Une femme qui m'aimait sincèrement. 2 enfants qui ont grandi sans leur père. 5 ans de leur vie que je ne reverrai jamais. Et tout ça pourquoi ? Parce que Tiana n'était pas assez bien pour toi. Parce qu'elle était serveuse. Parce qu'elle ne venait pas d'une famille riche. Et regarde-la maintenant. Regarde ce qu'elle est devenue sans nous. Sans toi. Sans moi. Elle est 100 fois la femme que tu voulais pour moi. » Madeleine a reculé comme si elle venait de recevoir une gifle. Jamais son fils ne lui avait parlé comme ça. Jamais il n'avait osé la confronter avec une telle violence dans les yeux. Kamala s'est approchée, les larmes coulant sur ses joues, ruinant son maquillage soigneusement appliqué. « Dante, qu'est-ce qui se passe ? On se marie aujourd'hui. Tu ne peux pas faire ça. Pas maintenant. Pas devant tout le monde. » Dante l'a regardée avec des yeux remplis de douleur. « Kamala, je suis désolée. Sincèrement désolée. Tu ne mérites pas ça. Tu es une bonne personne. Mais je viens de découvrir que j'ai 2 enfants que je ne connaissais même pas. 2 enfants qui sont venus au monde sans leur père à cause de mes propres choix. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Je ne peux pas me marier aujourd'hui en sachant tout ça. » Le mariage a été annulé. Les invités sont partis les uns après les autres, murmurant entre eux, commentant le drame auquel ils venaient d'assister. Madeleine est repartie en silence, pour la première fois vaincue, réduite au silence par la force de la vérité. Kamala est partie en pleurant dans les bras de sa mère, victime innocente d'une histoire qui ne la concernait pas mais qui l'avait brisée quand même. Et Dante est resté là, assis sur les marches du domaine, le regard perdu dans le vide, essayant de reconstruire les morceaux de sa vie éparpillés autour de lui.
Tiana s'est approchée de lui avec les jumeaux. Imani tirait sur la robe de sa mère, fatiguée et confuse par tout ce bruit et cette agitation. Joël observait Dante avec une curiosité silencieuse, comme s'il sentait instinctivement un lien avec cet homme en costume noir qui pleurait. Dante a levé les yeux vers ses enfants. « Est-ce que je peux? Est-ce que je peux les prendre dans mes bras ?» Tiana a hésité. Puis elle a hoché la tête. « Mais doucement. Ils ne te connaissent pas encore. » Dante a ouvert ses bras, et Joël, avec cette innocence pure qui n'appartient qu'aux enfants, a fait un pas en avant et a posé sa petite main sur le genou de Dante. Ce simple geste, cette petite main chaude sur son genou, a déclenché une nouvelle vague de larmes chez Dante. Il a doucement attiré Joël contre lui et l'a serré avec une tendresse maladroite, comme un homme qui tient un trésor fragile pour la première fois. « Maman, pourquoi le monsieur il pleure ?» a demandé Imani en tirant sur la robe de Tiana. Tiana a souri à travers ses propres larmes. « Parce qu'il est très content de vous rencontrer, ma chérie. » Dans les jours qui ont suivi, Dante a contacté Tiana. Il voulait faire partie de la vie de ses enfants. Il voulait être leur père, rattraper le temps perdu, être présent pour tous les moments à venir qu'il avait manqués. Il voulait aussi reconquérir Tiana, reconstruire ce qu'ils avaient eu, recommencer à zéro. Mais Tiana a été claire. « Dante, je ne suis plus la femme que tu as épousée il y a des années. J'ai grandi. J'ai souffert. J'ai construit ma vie avec mes propres mains, sans l'aide de personne. Et je suis fière de qui je suis devenue. Je ne suis pas en colère contre toi. Je ne te déteste pas. Mais je ne suis pas prête à retomber dans tes bras comme si rien ne s'était passé. Trop de choses se sont passées, Dante. Trop de douleurs. Trop de larmes. Mais les enfants, a dit Dante. Je veux être là pour eux. Et tu le seras, a répondu Tiana. Parce que chaque enfant mérite de connaître son père. Et malgré tout ce que tu m'as fait, je sais au fond de moi que tu es un homme bien, Dante. Un homme faible, peut-être. Un homme qui s'est laissé manipuler par sa mère. Mais pas un homme méchant. Et nos enfants méritent de connaître l'homme que j'ai aimé, pas l'homme que ta mère a fabriqué. Dante a pleuré en entendant ces mots. Pas de tristesse cette fois, mais de gratitude. Gratitude envers cette femme incroyable qui, après tout ce qu'il lui avait fait, trouvait encore la force et la grandeur d'âme de lui ouvrir la porte de la vie de ses enfants. Les semaines suivantes ont été une période d'adaptation. Dante venait voir les jumeaux 2 fois par semaine, puis 3, puis presque tous les jours. Il apprenait à les connaître, à comprendre leurs personnalités si différentes. Imani, la petite rebelle, qui ne faisait jamais rien sans poser 10 questions d'abord. Joël, le rêveur, qui passait des heures à dessiner des voitures et des avions dans son carnet. Le premier jour où Imani a appelé Dante papa, le monde s'est arrêté pour la 2e fois. Dante l'a prise dans ses bras et l'a serrée si fort que la petite fille a rigolé et a dit « Papa, tu m'écrases ». Tiana observait tout cela de loin, le cœur partagé entre la joie de voir ses enfants heureux et cette douleur sourde qui ne la quittait pas. Parce que voir Dante être un bon père faisait remonter tout ce qu'elle avait ressenti pendant ces 5 années où elle avait été seule. Toutes ces nuits où les jumeaux pleuraient et où elle n'avait personne pour l'aider. Toutes ces fêtes de l'école où les autres enfants avaient leurs 2 parents et où Imani et Joël n'avaient que leur mère. Toutes ces questions auxquelles elle ne savait pas comment répondre. Maman, pourquoi on n'a pas de papa comme les autres? Dante a essayé à plusieurs reprises de parler à Tiana de leur relation. De lui dire qu'il l'aimait toujours. Qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer. Que Kamala n'avait été qu'un pansement sur une blessure qui n'avait jamais guéri. Mais Tiana gardait ses distances. Pas par cruauté. Par protection. Parce qu'elle avait appris à ne compter que sur elle-même, et revenir vers Dante, c'était prendre le risque de souffrir à nouveau. Un soir, alors qu'il ramenait les jumeaux après une sortie au parc, Dante a trouvé le courage de dire à Tiana ce qu'il avait sur le cœur depuis des semaines. « Tiana, je sais que j'ai détruit tout ce qu'on avait. Je sais que j'ai été lâche. J'ai laissé ma mère diriger ma vie, prendre mes décisions, et je t'ai perdue à cause de ça. Mais je veux que tu saches quelque chose. Le jour où j'ai signé les papiers du divorce, j'ai su que je faisais la plus grande erreur de ma vie. Et chaque jour depuis, pas un seul jour ne s'est passé sans que je pense à toi. À ton sourire. À ta façon de me regarder. À cet amour que tu me donnais sans condition. Je ne te demande pas de me reprendre. Je ne te demande même pas de me pardonner. Je te demande juste de me laisser une chance de te montrer que j'ai changé. Que je ne suis plus ce garçon qui courbait l'échine devant sa mère. Que je suis devenu un homme. Trop tard peut-être. Mais un homme quand même. Tiana l'a écouté en silence, les bras croisés,
le regard fixé sur le sol. Quand il a terminé, elle a relevé la tête et l'a regardé droit dans les yeux. Dante, je vais être honnête avec toi. Une partie de moi voudrait croire chaque mot que tu viens de dire. Une partie de moi voudrait retomber dans tes bras et faire comme si ces 5 années n'avaient jamais existé. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La confiance, quand elle est brisée, ne se recolle pas avec des mots. Elle se reconstruit avec des actes. Avec du temps. Avec de la patience. Si tu es sérieux dans ce que tu dis, alors montre-le. Pas avec des discours, mais avec des faits. Sois un bon père pour tes enfants. Sois présent. Sois fiable. Et on verra ce que le temps nous réserve. Ce n'était pas un oui. Ce n'était pas un non plus. C'était une porte entr'ouverte. Et Dante a compris que c'était plus que ce qu'il méritait. Madeleine, de son côté, vivait mal la situation. La honte publique du mariage annulé l'avait profondément affectée. Les gens du quartier parlaient dans son dos. Ceux qui autrefois la respectaient par crainte la regardaient maintenant avec un mélange de pitié et de mépris. Et le pire, pour elle, c'était que son fils ne l'écoutait plus. Dante avait coupé les ponts avec sa mère, lui reprochant d'avoir détruit sa vie et celle de Tiana. Un mois après les événements du mariage, Madeleine s'est présentée à la porte du salon Lumière. Tiana l'a vue entrer et a senti son estomac se nouer. Madeleine, la femme qui l'avait humiliée pendant des années, qui l'avait traitée comme une inférieure, qui avait convaincu son propre fils de la quitter, se tenait là, dans le salon que Tiana avait construit de ses propres mains. Madeleine avait vieilli. Ses épaules étaient courbées, son regard avait perdu cette arrogance qui le caractérisait autrefois. Elle a regardé autour d'elle, observant le salon luxueux, les clientes élégantes, le personnel professionnel, et quelque chose dans son expression a changé. Comme si elle réalisait, pour la première fois, l'ampleur de son erreur. « Tiana, je suis venue pour te parler. » Tiana a hésité, puis elle l'a emmenée dans son bureau, à l'arrière du salon. Elles se sont assises face à face, séparées par un bureau en bois massif que Tiana avait acheté avec l'argent qu'elle avait gagné grâce à son talent et sa détermination. Madeleine a pris une grande inspiration et a commencé à parler. « Je ne suis pas venue pour me justifier. Ce que j'ai fait est impardonnable, et je le sais. J'ai laissé mon orgueil et mes préjugés détruire le bonheur de mon fils. Et le tien. J'ai jugé sur les apparences au lieu de juger sur le cœur. Et à cause de ça, j'ai privé mon fils de 5 ans avec ses propres enfants. Des petits-enfants que j'aurais pu connaître depuis leur naissance. Des petits-enfants dont j'aurais pu voir les premiers pas, entendre les premiers mots. J'ai tout gâché, Tiana. Et je ne me le pardonnerai jamais. » Tiana a écouté en silence. Elle ne pleurait pas. Elle ne tremblait pas. Elle était calme, forte, solide comme le roc qu'elle était devenue. « Madeleine, je ne vais pas vous mentir. Ce que vous m'avez fait m'a détruite. Il y a eu des jours où je ne voulais plus me lever le matin. Des jours où je me demandais ce que j'avais fait de mal pour mériter autant de souffrance. Mais j'ai survécu. Et pas seulement survécu. J'ai construit une vie dont je suis fière. Pas pour vous prouver quelque chose. Pas pour me venger. Mais pour mes enfants. Pour leur montrer que peu importe d'où tu viens, peu importe ce qu'on te fait, tu peux toujours te relever et construire quelque chose de beau. » Madeleine a baissé la tête. « Est-ce que tu pourras un jour me pardonner ?» Tiana a réfléchi longuement avant de répondre. « Le pardon, Madeleine, ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux autres. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Et j'ai décidé il y a longtemps de ne plus porter le poids de la rancune. Alors oui, je vous pardonne. Pas pour vous. Pour moi. Et surtout pour Imani et Joël. Parce que ces enfants méritent de connaître leur grand-mère. Et j'espère que la femme qu'ils vont connaître sera différente de celle que j'ai connue. » Madeleine a pleuré. Pour la première fois devant Tiana, cette femme fière et dure a laissé ses larmes couler librement. Et dans ces larmes, il y avait quelque chose qui ressemblait à un vrai regret. Pas le regret d'avoir été prise sur le fait. Le regret d'avoir gâché des vies par orgueil. La première rencontre entre Madeleine et les jumeaux a eu lieu un dimanche après-midi, chez Tiana. Madeleine était venue avec des cadeaux, 2 gros sacs remplis de jouets et de vêtements. Ses mains tremblaient quand elle a sonné à la porte. Tiana lui a ouvert et l'a fait entrer dans le salon, où Imani dessinait sur la table basse et Joël jouait avec des petites voitures sur le tapis. Imani a levé la tête la première. Elle a regardé cette femme inconnue avec la méfiance naturelle des enfants, ces petits êtres qui sentent les choses bien avant de les comprendre. Madeleine s'est agenouillée, le visage tremblant d'émotion, et a dit « Bonjour ma chérie. Je suis ta grand-mère. » Imani a penché la tête sur le côté,
comme si elle réfléchissait à cette information. Puis elle a dit, avec cette franchise désarmante des enfants, « Maman dit que les grands-mères font des gâteaux. Tu sais faire des gâteaux ?» Madeleine a ri à travers ses larmes. « Oui, ma chérie. Je sais faire des gâteaux. Et je t'en ferai autant que tu voudras. » Joël, lui, était plus réservé. Il est resté dans son coin à observer cette nouvelle personne dans leur vie. Mais quand Madeleine a sorti un camion de pompiers de son sac de cadeaux, ses yeux se sont illuminés et il s'est approché doucement, un peu comme un petit animal curieux mais prudent. Il a pris le camion, l'a examiné sous tous les angles, puis il a levé les yeux vers Madeleine et a murmuré « Merci madame ». Ce simple mot, ce petit merci prononcé par la voix douce de son petit-fils, a achevé de briser les dernières résistances de Madeleine. Elle a compris ce jour-là que l'amour d'un petit enfant est le cadeau le plus précieux qu'on puisse recevoir, et qu'elle avait failli ne jamais le connaître à cause de son propre orgueil. Les mois qui ont suivi ont été une période de reconstruction lente mais sincère. Dante était présent tous les jours dans la vie de ses enfants. Il les emmenait à l'école le matin, les cherchait le soir, les aidait avec leurs devoirs, jouait avec eux dans le parc. Il apprenait à être père avec la maladresse attendrissante d'un homme qui découvre ce rôle avec 5 ans de retard. Il ne savait pas comment faire des tresses à Imani, alors Tiana lui a appris. Il ne savait pas que Joël avait peur du noir, alors il lui a acheté une veilleuse en forme de lune. Il ne savait pas que les jumeaux aimaient qu'on leur raconte une histoire avant de dormir, alors il s'est mis à inventer des histoires chaque soir, des histoires de princes courageux et de princesses guerrières, et les jumeaux l'écoutaient avec des yeux émerveillés. Chaque petit moment était une victoire pour Dante et une blessure qui se refermait. Quand Imani a couru vers lui un matin en criant son nom, le cœur de Dante a failli exploser de bonheur. Quand Joël lui a pris la main spontanément en traversant la rue, Dante a serré cette petite main si fort qu'il avait peur de la casser. Il rattrapait le temps perdu avec une urgence désespérée, comme un homme assoiffé qui boit enfin après avoir traversé un désert de 5 ans. Il était devenu le père qu'il aurait dû être depuis le début. Et entre Tiana et Dante, quelque chose de nouveau commençait à naître. Pas le retour de l'ancien amour. Quelque chose de différent. De plus mûr. De plus profond. Ils avaient tous les deux changé. Ils avaient souffert, grandi, appris. Et maintenant, ils se retrouvaient non pas comme les jeunes amoureux naïfs qu'ils avaient été, mais comme 2 adultes qui avaient traversé le feu et en étaient sortis plus forts. Tiana n'a pas dit oui tout de suite quand Dante lui a proposé de reprendre leur relation. Elle a pris son temps. Des mois. Parce qu'elle voulait être sûre. Sûre que Dante avait vraiment changé. Sûre que Madeleine ne reprendrait pas son emprise. Sûre que ses enfants seraient protégés quoi qu'il arrive. Et quand finalement elle a accepté de laisser Dante revenir dans sa vie, pas comme un ex-mari repentant mais comme un homme nouveau qui devait prouver sa valeur chaque jour, elle l'a fait avec les yeux ouverts. Plus de naïveté. Plus d'illusion. Juste une femme forte qui accordait une seconde chance non pas par faiblesse, mais par force. Parce qu'il faut plus de courage pour pardonner que pour haïr. Plus de force pour reconstruire que pour détruire. Tiana a pardonné Dante. Pas pour lui. Pour ses enfants. Parce qu'elle savait, au plus profond de son cœur, que Dante l'aimait. Qu'il l'avait toujours aimé. Que le problème n'avait jamais été leur amour. Le problème avait été les parents. L'obstacle avait toujours été Madeleine et ses ambitions mal placées. Et maintenant que cet obstacle était tombé, maintenant que Madeleine avait été confrontée à la conséquence de ses actes, peut-être, juste peut-être, qu'une nouvelle histoire pouvait commencer. Une histoire écrite non pas par la famille, non pas par les conventions sociales, non pas par l'argent ou le statut, mais par 2 personnes qui avaient choisi de croire encore en l'amour malgré tout ce que la vie leur avait fait subir. Imani et Joël allaient grandir avec leurs 2 parents. Pas dans un foyer parfait, parce que la perfection n'existe pas. Mais dans un foyer où l'amour, même abîmé, même recollé, même imparfait, serait toujours plus fort que la douleur. Et Tiana, la petite serveuse de restaurant que le monde avait voulu réduire au silence, continuerait à briller de sa propre lumière. Son salon lumière était devenu bien plus qu'un commerce. C'était un symbole. Le symbole de ce qu'une femme peut accomplir quand on la pousse au bord du gouffre et qu'au lieu de tomber, elle décide de construire des ailes. Chaque cliente qui franchissait la porte de son salon voyait en Tiana la preuve vivante que les rêves ne meurent pas. Ils dorment parfois, ils se cachent sous les couches de douleur et de doute, mais ils ne meurent jamais. Pas tant que le cœur qui les porte continue de battre. Et les jumeaux, Imani et Joël, ces 2 petits êtres qui étaient arrivés dans le monde sans leur père mais avec tout l'amour d'une mère extraordinaire, allaient grandir en sachant quelque chose que beaucoup d'enfants ne savent jamais. Ils allaient grandir en sachant que leur mère s'était battue pour eux.
qu'elle avait refusé de s'écrouler pour eux, qu'elle avait construit un empire pour eux, et que chaque mur de ce salon, chaque fauteuil, chaque miroir avait été payé avec des larmes transformées en force. Parce que la vraie force d'une femme ne se mesure pas à ce qu'on lui donne, mais à ce qu'elle construit avec ce qu'on lui a laissé. Mes chers abonnés, cette histoire me touche profondément, et je vais vous dire pourquoi. Ce que Tiana a vécu, c'est la réalité de millions de femmes dans le monde. Des femmes qui sont jugées, rejetées, humiliées pour des choses qui ne dépendent pas d'elles. La société, encore aujourd'hui, met une pression énorme sur les femmes quand il s'agit de la maternité. Si tu ne tombes pas enceinte assez vite, on te regarde de travers. On te traite comme si tu étais défaillante, comme si tu ne remplissais pas ton rôle. Et le pire, c'est que souvent, cette pression vient de la propre famille. Des belles-mères qui empoisonnent la vie de couple avec leurs exigences et leurs manipulations. Des maris qui se laissent influencer au lieu de protéger la femme qu'ils ont choisie. Et je vais vous poser une question qui me brûle depuis que j'ai découvert cette histoire. Combien de couples heureux ont été détruits par l'ingérence des parents? Combien d'hommes ont perdu la femme de leur vie parce qu'ils n'ont pas eu le courage de dire non à leur mère? Combien de femmes ont pleuré en silence dans leur chambre pendant que leur belle-mère versait du poison dans les oreilles de leur mari? C'est un problème réel, mes amis. Un problème qui touche des familles dans tous les pays, dans toutes les cultures, dans toutes les religions. Et tant que les hommes ne comprendront pas que quand ils se marient, leur première loyauté va à leur femme et non plus à leur mère, ce cycle de souffrance continuera. Mais ce qui me frappe le plus dans cette histoire, c'est la transformation de Tiana. Cette femme a pris sa douleur et elle en a fait du carburant. Au lieu de s'effondrer, elle s'est relevée. Au lieu de supplier Dante de revenir, elle a construit sa propre vie, son propre empire, sa propre identité. Elle a prouvé que la valeur d'une femme ne dépend pas de l'homme qui est à ses côtés, mais de ce qu'elle porte en elle. Et ça, mes amis, c'est une leçon que nous devrions tous apprendre, hommes et femmes confondus. Ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Ta valeur, c'est toi qui la crées, jour après jour, par tes actes, par ton travail, par ta persévérance. Regardez le parcours de Tiana. D'une petite cuisine où elle coiffait ses voisines pour 5 $, à un empire de beauté qui fait la fierté de toute une ville. Combien de fois elle a voulu abandonner? Combien de fois elle s'est demandé si elle était folle de croire en ses rêves? Combien de nuits elle a passé éveillée, les yeux gonflés de fatigue, les mains abîmées par le travail, le dos douloureux, à se demander si demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Mais elle n'a jamais lâché. Jamais. Parce que quand tu portes tes enfants dans ton cœur et tes rêves dans tes mains, l'abandon n'est pas une option. Et le pardon. Le pardon que Tiana a accordé à Dante est peut-être la chose la plus puissante de toute cette histoire. Parce que pardonner quelqu'un qui vous a brisé le cœur, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la plus grande preuve de force qu'un être humain puisse donner. Tiana n'a pas pardonné parce qu'elle était naïve. Elle a pardonné parce qu'elle était forte. Assez forte pour comprendre que la haine fait plus de mal à celui qui la porte qu'à celui qui la reçoit. Assez sage pour savoir que ses enfants avaient besoin de leur père, même si ce père avait fait des erreurs terribles. Beaucoup de femmes à la place de Tiana auraient utilisé les enfants comme une arme. Elles auraient dit à Dante, « Tu ne les verras jamais. Tu les as abandonnés, tu n'as aucun droit sur eux. » Et honnêtement, personne ne les aurait blâmés. Mais Tiana a choisi une autre voie. La voie la plus difficile. La voie qui demande de mettre ses propres blessures de côté pour penser à l'intérêt de ses enfants. Parce qu'un enfant qui grandit sans son père porte une blessure invisible qui ne guérit jamais complètement. Et Tiana le savait mieux que personne, elle qui avait grandi sans connaître le sien. Et Dante, parlons de lui aussi. Oui, il a été lâche. Oui, il s'est laissé manipuler. Mais combien d'entre nous ont déjà fait des choses terribles sous l'influence de nos parents, de notre famille, de notre entourage? Combien de fois avons-nous laissé la voix des autres couvrir celle de notre propre cœur? Dante n'est pas un monstre. C'est un homme qui a manqué de courage au moment où il en avait le plus besoin. Et quand il a réalisé son erreur, il s'est effondré, non pas de faiblesse, mais sous le poids écrasant du regret. Son père avait eu raison ce soir-là quand il lui avait parlé de leur lâcheté commune. Les hommes de cette famille avaient laissé Madeleine diriger leur vie, et le prix à payer avait été astronomique. Et Madeleine. Que dire de Madeleine? Cette femme représente tous ces parents qui confondent amour et contrôle. Qui pensent que protéger leur enfant, c'est choisir sa vie à sa place. Qui mesurent la valeur des gens à leur compte en banque plutôt qu'à leur cœur. Madeleine aimait son fils, personne ne peut le nier. Mais son amour était étouffant, possessif, destructeur. Elle voulait le meilleur pour Dante,
mais elle a défini le meilleur selon ses propres critères au lieu de laisser son fils définir le sien. Et en faisant cela, elle lui a volé 5 ans de bonheur, 5 ans avec ses enfants, et presque sa vie entière. Cette histoire nous rappelle que la vie est pleine de surprises. Que les bénédictions arrivent parfois au moment où on ne s'y attend plus. Que les personnes qui nous sous-estiment seront souvent les premières à être surprises par notre réussite. Et que l'amour, le vrai amour, même quand il est enterré sous des couches de douleur et de trahison, peut encore trouver le chemin de la surface. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que Tiana a eu raison de pardonner Dante? Est-ce que vous auriez fait la même chose à sa place? Que pensez-vous de Kamala dans tout ça? Est-ce qu'elle a été une victime innocente ou est-ce qu'elle a sa part de responsabilité en ayant voulu inviter Tiana par orgueil? Et surtout, que pensez-vous du rôle de Madeleine dans cette histoire? Est-ce qu'une belle-mère a le droit de détruire le couple de son fils pour satisfaire ses propres ambitions? Est-ce qu'une femme doit être jugée sur sa capacité à donner des enfants? Est-ce que le pardon est toujours la bonne solution? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on ne devrait jamais pardonner? Donnez-moi vos avis, vos réactions, vos émotions. Je lis chacun de vos commentaires, et ils me touchent énormément. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, et de partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que quelque part dans le monde, il y a une Tiana qui se bat en silence, qui travaille dur malgré la douleur, qui élève ses enfants seule sans se plaindre, et peut-être que cette histoire lui donnera la force de continuer. Peut-être que cette histoire lui rappellera que la fin de l'histoire n'est pas encore écrite, et que les plus beaux chapitres de sa vie sont encore devant elle. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Je vous aime tous.